Alors que 2025 touche à sa fin, l'heure est venue de tirer les premiers enseignements d'une année de marché mouvementée. Et pourtant, les performances sont bien là. C'est parti pour un nouveau Décrypte Hebdo. Nono Texera, bonjour. Bonjour Caroline. Donc nous commençons par le contexte macroéconomique et les tendances marquantes depuis l'automne avec un léger repris, une reprise et aussi des informations plutôt positives qui nous viennent de Washington. Est-ce qu'on peut commencer par les États-Unis ? Bien sûr, les États-Unis toujours en premier pour décrypter l'économie mondiale. On est un petit peu rassuré depuis quelques jours par la perspective de la fin du fameux shutdown qui a été le plus long de l'histoire. C'est-à-dire que l'essentiel des services de l'administration américaine, y compris ceux qui publiaient des statistiques économiques officielles, eh bien, étaient à l'arrêt depuis déjà plus d'un mois. On s'achemine en ce milieu de semaine vers la fin de ce shutdown. Donc on devrait avoir des statistiques. Et pour ce qu'on a eu des instituts privés, eh bien, on a, je dirais, une situation relativement correcte du point de vue de l'emploi. Les statistiques ADP avaient révélé en octobre qu'on était plutôt sur une reprise légère des créations d'emplois. Alors c'est très fragile, les statistiques se contredisent un petit peu, mais on est dans une situation qui n'est pas trop dégradée, d'autant plus qu'on avait des craintes avec tous les messages autour de l'intelligence artificielle et de ce que pouvaient entraîner ces développements pour le marché de l'emploi. On a aussi la Banque centrale américaine, la Fed, qui a, elle, amorcé une détente monétaire avec une baisse des taux. Oui, alors cette année, effectivement, la Fed avait été en pause jusqu'en septembre. Elle a repris son cycle de baisse des taux à partir de septembre, compte tenu justement d'une certaine dégradation du marché de l'emploi. Et elle a engagé une seconde baisse des taux en octobre. On attend une éventuelle baisse des taux pour le mois de décembre, même si Jérôme Powell a été un peu plus sibyllin et n'a pas donné quitus d'une éventuelle baisse des taux, disant que ce serait au vu des statistiques qui, on l'espère, vont sortir dans les prochains jours. En tout cas, il n'y a pas d'inquiétude majeure sur les marchés. Il y a des petits signaux faibles, mais je dirais que ce n'est pas le grand soir sur les États-Unis. Non, on a eu en ce début de novembre quand même une correction sur notamment les valeurs technologiques. Correction, on s'entend pas plus de 5% par rapport au plus haut, mais avec quand même pour certaines valeurs des baisses assez notables. Ça s'est repris avec notamment la perspective de la fin du shutdown et puis peut-être aussi quand même des perspectives de baisse des taux qui sont toujours là et qui soutiennent les valorisations, d'autant plus que la saison des bénéfices a été assez positive. Pour l'instant, on a 80% des sociétés qui ont publié, et l'essentiel a été publié, qui ont dépassé leurs attentes, et donc ça c'est quand même favorable. C'est vrai qu'on a un marché en hausse d'un peu plus de 15% aux États-Unis, mais finalement, même pour les valeurs de la tech qui sont chères, ça reflète finalement une progression des bénéfices. La question est plus de savoir si on va pouvoir maintenir ce rythme de hausse des bénéfices dans les prochaines années, compte tenu des investissements très lourds, notamment en matière d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est pour les États-Unis. Du côté Europe, maintenant, le bilan est plutôt positif également sur la zone euro, en tous les cas. Oui, en zone euro, on est sur une hausse un peu supérieure, qui s'approche des 20% pour certains indices, avec même certains pays qui dépassent les 30% comme l'Italie ou l'Espagne. Le CAC est en retrait pour les raisons qu'on connaît au niveau politique. Et pas seulement. Il y a eu quelques déceptions sur telle ou telle valeur, notamment au niveau bancaire. Mais on est globalement quand même dans des marchés qui se tiennent bien et qui sont soutenus par d'abord une croissance qui résiste. On a vu les statistiques en France avec un troisième trimestre à 0,5% qui a quand même soutenu les marchés. Et puis on a l'Allemagne aussi. L'Allemagne, bien sûr, avec ce fameux plan de soutien aux infrastructures et à l'effort militaire de 500 milliards qui va plutôt produire ses effets à partir de l'année prochaine. Donc on s'attend notamment pour l'Allemagne à une croissance plutôt autour de 1% l'année prochaine contre 0,3% cette année, donc une accélération. Alors une autre zone a également profité de la faiblesse du dollar, c'est la zone émergente que l'on voit réapparaître sur l'échiquier, je dirais, des marchés financiers.
Oui, tout à fait. La zone émergente avait été très pénalisée par les performances désastreuses des actions chinoises jusqu'à cet été. Et puis on a vu, je dirais, une volonté du gouvernement chinois, disons, de redonner des couleurs au marché financier, pas seulement, je dirais, à l'investissement productif et au secteur stratégique traditionnel. Bon, la consommation est toujours en berne, il y a toujours ce problème sur l'immobilier, mais c'est vrai qu'on voit quand même un marché boursier qui se tient beaucoup mieux. Et puis d'autres zones, l'Amérique latine en particulier, profitent à la fois de la baisse du dollar et de la baisse des taux d'intérêt aux États-Unis. Souvent, ces devises alignent un peu leur politique monétaire sur celle de la Fed. Et donc là, c'est une évolution décisive, d'autant plus qu'on n'est pas au bout du chemin. Il faut rappeler qu'on vient de taux directeurs aux États-Unis entre 5,25 et 5,50. On est maintenant en dessous des 4, mais je dirais il y a encore du chemin pour revenir, je dirais, à une situation peut-être autour de 3%, voire 2,5%, qui serait peut-être un taux neutre plus justifié à moyen long terme. Donc globalement, les marchés se stabilisent, les indices composites sont plutôt bons. Par contre, on a une classe d'actifs obligataires sur le long terme, en tous les cas. Ce n'était pas leur année, cette année. Oui, alors ce n'est pas l'année 2022, hein, on n'a pas eu une hausse des taux massive qui aurait plombé les marchés obligataires comme ça a été le cas à l'époque, mais pour autant, effectivement, il y a une situation un peu contrastée. Aux États-Unis, on a plutôt une détente des taux longs, donc là, des performances obligataires assez correctes. En revanche, en zone euro, on a eu des tensions tout simplement parce que les besoins de financement sont quand même très importants pour financer toutes ces infrastructures, tous ces investissements à moyen long terme dans la transition écologique, etc. Et donc, on a quand même des situations d'endettement public dans certains pays, la France évidemment, mais pas seulement, qui génèrent des besoins. Et donc, on a une situation un peu moins favorable, d'autant plus que l'essentiel de la baisse des taux courts est déjà derrière nous. On peut s'attendre peut-être à encore un geste de la BCE, mais ce n'est même pas sûr, tout simplement parce que l'inflation sous-jacente, l'inflation cœur, eh bien, elle est au-dessus de l'objectif de la Banque centrale à 2,4. Elle a du mal à baisser et ce n'est pas certain qu'on ait une nouvelle baisse des taux de la part de la BCE. Très bien, nous allons aborder dans notre seconde partie quelles allocations vous choisissiez dans ce contexte. Totono, comment vous positionnez-vous pour cette fin d'année sur les classes d'actifs obligataires et actions? Alors sur les actions, on reste confiant encore sur la fin de l'année. Encore une fois, on a des résultats très favorables et on a des valorisations, notamment en Europe et dans les pays émergents, qui soutiennent notre position favorable. Donc on est neutre sur les États-Unis. C'est difficile d'être complètement en dehors des valeurs américaines, mais on est surpondéré sur l'Europe, sur les émergents, où on considère qu'il y a encore du potentiel, compte tenu notamment, je dirais, d'une relance de la croissance, encore une fois, dans un certain nombre de ces zones. Et sur la partie obligataire, toujours sa stratégie prudente? Oui, pour la partie obligataire, eh bien, il y a moins de valeur, si on peut dire, il y a moins de potentiel. On garde nos positions sur le crédit, puisqu'il n'y a pas d'inquiétude majeure sur les taux de défaut en particulier. Mais pour la dette souveraine, on reste un peu plus défensif. On est autour de la neutralité, mais pas de position très marquée. Et on fait du tactique en fonction des petits mouvements qu'on peut observer sur les taux longs. Très bien, Nuno Teixeira, merci beaucoup. Merci Caroline. Merci à tous également de nous avoir suivis. Donc en résumé, une bonne tenue des marchés sur cette fin d'année, une Europe solide avec une prise de risque modérée, de quoi alimenter notre prochaine émission. Je vous dis à très bientôt.